Cette vidéo est dédicacée à Christian, mon deuxième père disparu beaucoup trop tôt. Ciao mon grand, on se retrouve de l'autre côté pour prendre l'apéro. Concours de quéquette. Terme masculin. Outil permettant de comparer une valeur majoritairement masculine entre deux ou plusieurs entités. Sans aucune vraie notion de réalité, le concours de quéquette n'a nul autre but que d'asseoir la supériorité du vainqueur sur le ou les vaincus. Ce qui renvoie à un instinct animal venant d'une époque primitive. Avec une intro comme ça, franchement, si je fais pas péter compteur YouTube, c'est que j'y connais rien. Non mais me regarde pas comme ça, je suis juste une voix dans ta tête moi. Non, c'est pas grave, on va commencer. Non mais ça tourne là. Hein, comment ça tourne? Oh merde. Salut les potos. Aujourd'hui, nous allons enfin répondre à la grande question à savoir qui est le plus fort entre Batman et Superman. Allez, générique. Tell me, do you bleed? You will. Alors pour parler de cette notion de symbole, je me suis dit, quoi de mieux qu'un professionnel? Donc, vous le connaissez forcément pour ses albums précédemment cités, comme Moi ou La Tour de Killa. Aujourd'hui, il travaille pour son nouvel album Contre V, vous pouvez voir le déroulement sur Twitch. Je me suis dit, qui mieux qu'un professionnel de la bande dessinée, du coup de l'interaction entre les personnages, pour mieux répondre à cette question, à savoir qui doit remporter le combat entre Batman et Superman. Aujourd'hui n'est pas coutume, nous allons demander de l'aide à Fabien Dalmasso. Bah oui, alors du coup oui, ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Et voilà, encore un refus. En même temps, je suis con, moi. Pourquoi je m'entête à demander des featuring? pas fini, moi. Pourquoi? Allô. Ouais, je sais, je suis con, quoi. Histoire vraie. Mais lors de l'écriture de cet épisode, j'ai commencé à chercher pourquoi les hommes ont toujours voulu voir s'affronter leurs figures mythologiques. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et je suis quasi exclusivement tombé sur l'affrontement israélo-palestinien. On interprète ça comme on veut, mais je trouve ça suffisamment intéressant pour l'évoquer, même si ce n'est pas le sujet. Sujet que j'aborde souvent dans mes vidéos. Attends, il a pas dit oui au contraire qu'il voulait faire. Comment ça? Un symbole peut être un objet, une image, un mot écrit, un son, voire un être vivant, une marque particulière qui forme quelque chose d'autre par association, ressemblance ou convention. Certains domaines, notamment scientifiques et techniques, ont un usage extensif de symbole qui désigne une écriture qui représente l'abstraction. Parce qu'un inscrit simple, une science synthétique. Ah merde, c'est vrai en plus. Oui, il avait accepté. Hein. Bon. Merde. Sujet que j'aborde souvent dans mes... Attends, ça ressemble à ça, foutre un vent? Sujet que j'aborde souvent dans mes vidéos, c'est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue qu'une histoire de super-héros est avant tout une histoire de symboles. Que ce soit le bien contre le mal, le fort contre le faible, l'homme contre la nature, la technologie contre les forces naturelles, etc. Les raisons de voir des personnages fantastiques s'affronter sont aussi nombreuses que les personnages eux-mêmes, quand il ne s'agit pas tout simplement d'un affrontement interne. Là, c'est un avis personnel, mais en fin de compte, ce qui compte c'est la symbolique de tels affrontements, et non les raisons qui poussent les 10 personnages à s'affronter. Et je trouve que c'est une erreur trop souvent employée dans notre narration moderne, à savoir forcément trouver une origine à quelque chose. Si on prend par exemple les films de la planète des singes, les nouveaux, les films se concentrent sur le fait de savoir comment les singes ont pris le pouvoir sur l'humanité. Alors que si on prend le livre de base, Pierre Boulle, dans la planète des singes, il cherchait juste à prendre du recul par rapport à notre société et à voir finalement l'inhumanité d'une société civilisée. Et comment il a fait ça? Bah, il s'est pas cassé le derrière, il a tout simplement remplacé les hommes par des singes. Voilà. Quand je parle de mythologie, je pourrais uniquement prendre comme exemple les récits grecs, mais on va plutôt s'inspirer de mythologie biblique. Alors là, je suis désolé, mais je préfère vous le dire de base, je ne suis pas croyant. Merci. Alors, plutôt que parler de mythologie, je vais surtout m'appuyer sur les récits pour en tirer ce qui nous intéresse ici, la symbolique. Et l'affrontement le plus connu, car le plus lourd de symbolique, celui de David contre Goliath. On ne va pas présenter les deux car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et je risque de me faire taper sur les doigts si je me trompe, mais on va voir pourquoi David doit gagner contre Goliath. D'un côté, nous avons Goliath le Philistin. Bon, il paraît évident qu'un tel colosse doive gagner un combat singulier. Ce n'est pas pour rien qu'en sport de combat, les athlètes sont répartis par catégorie de masse, tant les affrontements seraient disproportionnés. D'un autre côté, nous avons David, jeune berger devenu roi, qui n'a physiquement rien de particulier. Contrairement aux Philistins, on ne sait rien sur le physique de David. Et pourtant, ce sera bien ce dernier qui remportera leur affrontement grâce à une fronde et un tir bien précis. Me dis pas que t'es en train de recopier la page Wikipédia quand il donne la taille et le poids alors que tout le monde s'en fout en fait. Comment? Quoi? Moi?
Recopier Wikipédia? Non mais franchement, tu me connais mieux que ça, c'est tellement pas le genre de la maison en plus. Bon, on va se mettre d'accord, personne ne croit au fait qu'avec une simple fronde, tu arrives à tuer un mec aussi grand et lourdement blindé. Il y avait forcément triche, et plus le temps passe, plus je me dis que l'arbitre était soit aveugle, soit italien. Bref, que nous apprend la victoire de David? Déjà, que je demande à revoir le ralenti, et je remets en question l'utilité de la VAR. Bon, d'autre part, avec de la préparation, de la ruse, de la chance, n'importe qui peut réaliser l'improbable, comme vaincre en duel un adversaire réputé imbattable. Finalement, l'affrontement n'a aucun intérêt, c'était juste un caillou envoyé entre deux yeux et rien d'autre. Ce qui importe ici, c'est la symbolique et l'histoire que ça raconte. Et vous savez quoi? Ça fait 3000 ans qu'on nous continue de nous raconter cette histoire, et rien que pour ça c'est beau parce que, encore une fois, ce qui importe, c'est le symbole, et ce que l'histoire cherche à nous raconter. J'ai parlé forcément de la confrontation biblique par excellence, opposant David et Goliath, mais comme dit dans une vidéo précédente, on a des traces écrites d'affrontements mythologiques dès le milieu du 3e millénaire AVJC avec Gilgamesh, l'antique dieu-roi mésopotamien connu aujourd'hui pour plusieurs récits héroïques dont le plus connu est son épopée de Gilgamesh, gravée sur 12 tablettes cunéiformes retraçant l'histoire de Gilgamesh. Et de ses rencontres avec d'autres champions, dont Enkidu le Velu, d'abord champion des opprimés, il deviendra le meilleur ami du dieu-roi. Et vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe lorsque deux champions font face l'un à l'autre? Bingo! On se les fait rentrer dans l'art. Et c'est pas un hasard. Comment tu connais tout ça, toi? Comment ça? Non mais toi qui compte comme pas deux, comment t'arrives à connaître tout ça? Science et Vie Junior. Et c'est pas un... Non mais me regarde pas comme ça, c'est pas des conneries. Science et Vie Junior. Et ce n'est pas un hasard si l'une des premières traces écrites que l'on ait retrouvées parle d'un affrontement parce que, il ne faut pas l'oublier, qu'il s'agit d'avant tout de symboles. Dans ce cas-là, le peuple a dû se créer un champion digne de Gilgamesh capable de lui faire entendre raison, même si ce fameux champion crèvera comme une grosse merde plus tard. Et là vous allez me dire... C'est con. Et des histoires comme ça, on en retrouve tout le temps, quelle que soit l'époque ou l'échelle. Un peu comme la France et l'Angleterre pendant la guerre de 100 ans, ou bien la France contre l'Empire ottoman sous Louis XIV, ou bien la France contre la Prusse sous Napoléon Ier, ou bien la France contre la France pendant la Révolution. Maudits Français, ils ont détourné la France! Ce que je veux dire, c'est que des affrontements, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. On s'affronte toujours pour une raison, mais il arrive qu'on en retienne une conclusion tout autre, ce qu'on appelle la symbolique. Prenons par exemple les guerres napoléoniennes. Peu importe les raisons qui ont poussé l'Empire français à se mettre l'Europe à dos, qu'on ne me dise pas qu'aujourd'hui, elles n'ont pas participé à la continuité d'une mythologie typiquement française. Entendons-nous bien. Aujourd'hui, que l'on soit fan de l'empereur, ou au contraire l'un de ses fervents détracteurs, il est indéniable de dire que l'empereur a participé à aujourd'hui l'image de la France. Enfin, bref, toujours est-il que l'histoire, avec un grand H, a toujours été fan d'histoire, avec un petit H, car elles ont toujours été porteuses de morale et dans ce qui nous concerne, de symboles. On a vu, au cours de la grande histoire, que les confrontations y sont légion, quelles que soient les échelles de confrontation. Et même dans notre époque moderne, on retient des confrontations légendaires, qu'elles soient sportives, comme Johan Cruyff contre Beckenbauer, Maradona contre Platini, Messi contre Ronaldo, Federer contre Nadal ou Jordan contre... Bon, ça c'est pas un exemple car absolument personne ne peut s'asseoir à la table de Michael Jordan. Mais bon, l'absence de confrontation n'est-elle pas tout aussi forte en symbolique ? En fait, 4500 ans se sont écoulés depuis Gilgamesh, mais on utilise encore les mêmes procédés. Rien n'a changé. Pour la séquence d'introduction, je voulais prendre des confrontations légendaires issues de la culture geek, mais je savais pas quoi choisir tant les exemples y sont légion. Rien qu'au cinéma avec le récent Godzilla vs Kong, que je n'ai pas vu donc j'en parlerai pas. On a aussi des affrontements qui font débat avec des personnages qui ne sont même pas issus du même univers, comme Goku contre Superman. Et même dans les cours d'école on retrouve ce genre de débat. Non mais franchement... Combien de fois n'a-t-on pas eu droit à un éternel Xbox versus PlayStation? Xbox. Fin du game. En fait, ce que tu nous sors, c'est USA contre Japon. Comment ça? Saitama contre Hulk, Goku contre Superman, là tu nous montres Godzilla contre Kong, c'est USA contre Japon. Je te déteste tellement toi. Et cette vidéo est beaucoup trop longue, mais pour en revenir avec tout ce qu'on a vu, et l'importance de la symbolique, que nous apprendrait la victoire de Superman? Rien. Absolument rien. Que dalle. Que chi. Walou. Peanut. Comme dit dans une vidéo précédente, Superman est un dieu. Un homme dans le corps d'un dieu, mais un dieu quand même.
Voir la victoire de Superman, ce serait se dire qu'un éléphant pourrait battre une fourmi. Non mais franchement, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a à prendre de la victoire d'un éléphant sur une fourmi? Bah alors c'est lui qui gagne. C'est plus compliqué que ça en fait. Mais on en reviendra plus tard. Et de l'autre côté, qu'est-ce que la victoire de Batman pourrait nous apprendre? Justement, plein de choses, exactement comme pour David contre Goliath. Et avec du cuir. Mais sans moustache. La victoire de Batman nous montre qu'avec du temps, des moyens, de l'entraînement, du talent, de l'abnégation, Tu comprends pas, abnégation? Moi non plus. un homme peut vaincre un dieu. Que tout est possible, tout est réalisable, parce que j'y crois, c'est le jeu de la vie. Oui, que tout est possible quand on le veut, et que même une fourmi peut vaincre un éléphant. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais une histoire de super-héros, c'est pas seulement des combats dantesques, de la baston, de la bagarre, mais aussi surtout des symboles. Ça doit avant tout nous apprendre et nous inspirer des choses. Désolé. Enfin non, pas désolé. Je veux dire, toi qui aimes bien citer le DCU, regarde dans BFS avec le souvenir du futur. Souvenir du futur, enfin bref. Ou même dans les reshoots de la Snyderverse. Mais me dis pas que Superman, il fesse pas Batman sans même s'en rendre compte. C'est vrai que le rapport de force penche clairement d'un côté. Mais si on regarde les leaks des Justice League Part 2 et 3 du Snyderverse, Batman, en se sacrifiant, va résoudre tout ce bordel. Un peu comme pour le Joker qui gagne même quand ça lui coûte sa vie. Tu fais bien de citer le DCU, car ça résume bien tout ce que je dis. Malgré sa surpuissance, Superman perd contre Batman. Qui décide des règles d'un univers? Beaucoup trop de personnes pensent qu'un univers fictif doit forcément obéir aux lois de notre réalité. Par cela, je veux dire, vous pouvez théoriser autant que vous voulez sur le fait que Dark Vador a 1 ou 2 testicules, avec des arguments tous valables. Si George Lucas nous dit qu'il est plutôt de la team Jean-Claude Convenant, alors ne cherchez pas plus, il n'aura jamais qu'un seul testicule. Et c'est pour ça, je suis désolé de vous le dire, mais oui, Kid Buu est plus puissant que Bouwan. Vous pouvez théoriser autant que vous voulez, mais si l'auteur lui-même, Akira Toriyama, le dit, c'est que c'est vrai. Point barre. Et dans le cas d'un affrontement entre Batman et Superman, beaucoup de gens misent avec raison sur le fils de Krypton. Mais c'est oublier que DC Comics a clairement établi ses propres règles qui nous sont différentes de celles de notre réalité. Pour étayer ça, je vais vaguement citer Superman lui-même qui, en donnant une bague en kryptonite à Batman, dira qu'il est le seul à pouvoir l'arrêter, dans le cas où il pèterait un boulon. Il a pété un boulon, hein? Batman est le seul capable de l'arrêter. Il n'a pas dit ça à Wonder Woman, il n'a pas dit ça au Green Lantern, il n'a pas dit ça à Flash. Non, il a dit à Batman parce que, dans la réalité créée par DC Comics, Batman finit toujours par remporter le plus grand combat de gladiateurs de l'histoire. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'à là. N'hésitez pas à me donner votre avis, à savoir soit vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Batman forcément doit remporter la confrontation, ou au contraire, le Superman a forcément l'avantage parce que l'écart de puissance est bien trop prononcé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à le dire et vous connaissez la formule, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire tourner la Batmanologie et nous on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut potos. Ciao.